On va y aller. Du coup, on va commencer. Il est 16 heures, donc c'est la troisième et dernière session sur le cursus démarré sur AWS. Donc pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première session, j'ai juste demandé du coup aux personnes si elles m'entendent bien, si les personnes qui sont au fond voient bien également du coup ce qu'il y a à l'écran. Au pire, sinon vous pouvez vous rapprocher. Il y a de la place devant et je pourrais vous postillonner dessus avec le plus grand plaisir. Euh, donc c'est une session qui va traiter de deux sujets, l'élasticité et les outils de gestion, donc, qui sont des points importants en termes du coup de gestion du coup, des plateformes et de l'infrastructure. L'idée c'est effectivement de pouvoir optimiser les solutions du coup, en s'assurant qu'elles fonctionnent du mieux possible et qu'elles s'adaptent à la charge que du coup, vous rencontrez lors de leur mise en production. Donc, pour un petit rappel, donc vous avez le petit tweet, le petit hashtag AWS Summit, sur lequel effectivement vous pouvez tweeter pour nous faire vos retours, vos avis, vos feedbacks, aussi bien positifs que négatifs. Donc comme Amazon en général, on est très demandeur et on adore du coup les feedbacks de nos clients, ce qui permet du coup de nous améliorer au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à vous en servir, il est là pour ça. Un autre point, c'est le site qu'on a mis à disposition du coup la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. AWS Amazon Getting Started, donc qui est un site qui va regrouper un ensemble de didacticiels sur lesquels on va retrouver comment créer une instance, comment créer un site web, comment créer du coup une base de données. Donc n'hésitez pas, si vous démarrez du coup sur AWS, c'est une très bonne ressource pour commencer. Et puis vous retrouvez également toute la documentation technique dans l'ensemble du coup des différents services que vous pourrez retrouver sur la plateforme, qui vous permettra du coup de monter en compétences et du coup d'apprendre des choses sur notre plateforme. Juste pour faire un petit état des lieux, qui était déjà là pour la première et la deuxième session. Donc quasiment tout le monde, donc très bien. Donc moi, du coup, je suis toujours Boris Sassou, donc j'ai pas changé depuis tout à l'heure, normalement. Du coup, je suis Technical Account Manager chez AWS depuis 1 an et demi. Donc j'ai travaillé auparavant du coup chez Microsoft, chez Canal+, chez IBM et chez Atos Origin. Pour commencer, voici du coup la trinité, Elastic Load Balancing, CloudWatch et l'autoscaling, qui sont des composantes qui vont vous permettre finalement de superviser votre infrastructure et l'adapter en fonction du coup de la charge que vous allez du coup pouvoir absorber avec votre solution. CloudWatch est notre outil de supervision. L'Elastic Load Balancing est le service de répartition de charge. Et l'autoscaling du coup va vous permettre du coup d'augmenter ou de diminuer le nombre d'instances qui vont pouvoir du coup être utilisées lors de la mise en production ou le déploiement du coup de vos applications. Et les trois vont fonctionner effectivement de concert pour avoir une couche d'automatisation, pour pas que les opérations soient faites manuellement. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous avez un load balancer, on va prendre l'exemple d'un site web qui va recevoir une charge exponentielle le lundi matin ou lors d'une période de solde, du coup de grandir. Donc l'Elastic Load Balancer, c'est un répartisseur de charge. Ce qu'il va faire, c'est effectivement augmenter en taille. Donc c'est effectivement augmenter en termes de taille d'instance pour absorber la charge et faire ensuite effectivement traduire ces informations auprès de la supervision qui va ensuite les transmettre à l'autoscaling pour faire grossir le back-end, que ce soit applicatif ou la base de données, pour du coup adapter l'ensemble de la solution à la charge qu'il va recevoir. Donc chez nous, on va retrouver ce type de solution pour les soldes, pour les Black Friday. Quand on reçoit effectivement tous les gens, nous, qui commandons sur Internet tout un tas d'articles pour les fêtes ou pour les anniversaires ou pour tout événement, du coup les serveurs load balancing vont augmenter en taille, les serveurs web vont augmenter en taille, les bases de données vont augmenter en taille, les serveurs applicatifs vont également augmenter en taille pour absorber toute la charge. Mais également, on pourra également redescendre en taille pour du coup s'assurer qu'effectivement on a une maîtrise, une gestion des coûts, pour ne pas rester du coup sur un surdimensionnement, pour du coup redescendre en fonction effectivement de la charge qui est observée, donc en fonction peut-être du nombre d'utilisateurs, en fonction des CPU, en fonction de la mémoire, en fonction du réseau. Donc l'idée c'est effectivement d'avoir une infrastructure qui correspond du coup à la charge et à dimensionnement des utilisateurs qui vont adresser votre solution à un instant T donné. Un petit rappel, un petit souvenir qui me revient, c'est effectivement que je vous évoquais lors de la première session, à l'époque où du coup je raquais les machines, je faisais le stockage, je faisais le réseau. Quand on faisait le design de la solution, il ne fallait pas se tromper. Parce que du coup on commandait les serveurs, ils mettaient 3 semaines à arriver, et si on se trompait,
On partait sur un cycle de 3 semaines, on partait sur un cycle de déploiement du coup des machines. Donc on faisait très attention à ne pas se tromper. Du coup, on avait tendance à surdimensionner l'infrastructure pour être sûr que si jamais on avait un pic de charge, on puisse l'absorber. Maintenant, c'est plus le cas parce qu'on a la flexibilité et l'élasticité du coup pour adapter la charge en fonction du coup du besoin, d'une manière très facile et de manière même automatique au travers du coup des différents outils qu'on va pouvoir vous présenter lors de cette session. Alors, comme je vous l'évoquais, du coup, l'Elastic Load Balancer va pouvoir transmettre du coup, la latence auprès du coup, de CloudWatch, qui est l'outil du coup, de supervision. Et en fonction du coup, de la configuration qu'on va adapter dans l'auto-scaling, donc par exemple, effectivement, si les temps de latence augmentent, automatiquement demande à ce que le nombre de serveurs qui s'occupent de gérer du coup, l'application augmente en conséquence. Donc une règle prédéfinie qui permet du coup de rajouter une machine dans l'infrastructure et de s'assurer que la charge est absorbée et du coup permettre à l'application de fonctionner. Donc ça permet également de dormir sur ses deux oreilles et d'éviter de se faire pager ou appeler parce que du coup le site web est saturé et que les clients ne sont pas servis. Et puis l'information du coup retourne également à l'Elastic Load Balancer pour arriver, hop, je vais un tout petit peu trop vite, pour que le cycle soit complet. Donc ça, c'est juste un petit point rapide. Alors, juste lever la main tous ceux qui sont familiers avec le concept d'Elastic Load Balancer. Donc à peu près tout le monde. L'idée, effectivement, c'est un répartiteur de charge. Donc c'est par là où va rentrer le trafic applicatif et qui va permettre du coup de redistribuer aux serveurs applicatifs qui sont en back-end, donc aussi bien applicatif que base de données, et qui va permettre du coup de redistribuer tous les éléments au travers du coup des différentes, ce qu'on peut voir, les différentes zones de disponibilité et les différents protocoles. Donc l'idée, c'est que lui en fait absorbe le trafic et le redistribue à l'ensemble du coup des différents services qui vont pouvoir le traiter. Chez AWS, on va retrouver différents types de load balancer. Le premier est ce qu'on appelle le classic load balancer, qui a un fonctionnement assez simple et assez efficace. Comme on vous l'évoquait, il va du coup récupérer le trafic de l'utilisateur qu'on a schématisé au travers de ces jolis ordinateurs. Le load balancer, qui est grosso modo une instance qui va du coup s'occuper de récupérer le trafic et va le redistribuer du coup aux différentes instances qui vont pouvoir être réparties sur différentes zones de disponibilité. Alors pourquoi différentes zones de disponibilité ? C'est pour s'assurer effectivement que vous puissiez avoir une résilience et également une haute disponibilité de votre application. Vous pourriez le faire sur une seule zone. Effectivement, si cette zone a un souci, si votre applicatif a un souci sur cette zone, finalement le service est interrompu et du coup vous êtes un peu embêté. Donc là, sur deux zones, vous avez du coup une répartition de charge également de la haute disponibilité. L'application Load Balancer est comme le classique Load Balancer, mais en plus intelligent. Il est capable du coup de s'adapter en fonction de règles qu'on lui a prédéfinies et qui va pouvoir du coup affecter le trafic sur différents systèmes en fonction de règles qu'on appelle des rules. Alors du coup, je m'excuse parce qu'on m'a fait le feedback aussi en première partie. Je suis désolé sincèrement, les slides sont en anglais. Il est prévu effectivement que la prochaine fois les slides soient en français. Donc, je m'excuse sincèrement pour ça. Et donc, effectivement, en fonction de règles, on va pouvoir du coup affecter différentes cibles, ce qu'on appelle les targets, qui vont beaucoup pouvoir adresser différents besoins. Donc là, effectivement, on voit au travers de l'exemple d'un site web, donc, par exemple, si la règle dit sur tel type de... si vous adressez du coup la partie mobile, vous irez du coup sur tel type de machine. Si vous adressez plutôt la partie la partie API, vous irez du coup sur tel type de machine. L'idée, c'est effectivement de regrouper les instances par service, qui permet également de les faire grandir ou de les faire réduire en fonction des besoins associés, parce que vous pouvez avoir du coup une forte demande sur la partie mobile parce que votre application a mis, parce que vous avez mis en production une nouvelle version de votre application mobile. Donc du coup, vous allez augmenter uniquement la partie mobile, mais vous allez du coup rester sur le même dimensionnement pour le reste. Donc ça permet effectivement de gagner en flexibilité sur l'ensemble du coup des services que vous allez pouvoir adresser. L'application Load Balancer du coup a cette intelligence-là de permettre du coup au travers de règles et au travers de cibles de pouvoir ajuster les targets que vous pouvez avoir au niveau applicatif. Un petit point, une petite synthèse du coup des différents types de load balancer avec le network load balancer qui n'a pas été schématisé et qui est présent du coup sur le slide. Également, on va retrouver les types de protocoles qui sont supportés pour chacun des types des load balancers.
Donc on va retrouver HTTP, HTTPS pour l'application load balancer, le TCP pour la partie network. La différence entre les deux est effectivement que sur le TCP, vous allez pouvoir adresser tout type d'application, alors que sur l'application load balancer, c'est plutôt HTTP ou HTTPS. Donc en fonction du fonctionnement, en fonction du besoin de votre application, vous allez plutôt choisir l'application load balancer ou plutôt le network load balancer pour adresser les besoins. Et le classique load balancer qui permet également de faire des choses, mais sur la partie intelligence et sur la partie routage, l'application load balancer effectivement ou l'application load balancer ou le network load balancer sont les deux qui vont pouvoir adresser le plus de scénarios. Alors je vais juste passer rapidement sur celui-ci et pour arriver à la partie supervision. Donc ça c'est un point important parce qu'effectivement finalement c'est le cœur du système. C'est s'assurer effectivement que les applications, que les instances fonctionnent et que vous ayez également les métriques pour vous assurer que ça fonctionne par rapport à vos attentes. Donc un exemple c'est j'ai déployé une instance, j'ai déployé un serveur web, quelle est la consommation CPU, quelle est la consommation réseau, quelle est la consommation mémoire. Alors pour celui-ci c'est un petit trick, un petit astuce, parce que pour la consommation mémoire, en fait, elle n'est pas visible directement dans CloudWatch. Il est nécessaire d'installer un agent pour récupérer cette métrique. L'idée, c'est qu'effectivement, nous, on a une visibilité sur l'hôte qui va héberger vos machines, mais on n'a pas une visibilité sur l'intérieur de vos machines. Et la mémoire est considérée comme une donnée qui est à l'intérieur de votre machine. Donc pour cela, on a besoin de rajouter un agent qui va récupérer la métrique mémoire pour pouvoir l'afficher et la rendre disponible. Donc vous pouvez avoir CPU, réseau, stockage comme métrique. Et ensuite, vous pouvez également déployer d'autres métriques. Donc il y a des custom métriques qui sont également disponibles que vous pouvez rajouter pour mesurer les temps de réponse de votre application, mesurer la disponibilité de certains services, pour vous assurer effectivement que l'application répond de manière conforme à vos attentes. C'est un point crucial parce qu'effectivement, ça va également faire allusion à la partie sizing. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, si vous avez sous-dimensionné votre infrastructure, vous le verrez au niveau CloudWatch, vous verrez un pic de consommation à 90 ou à 80 sur le CPU parce que l'application est en demande par rapport au CPU. Sur la partie réseau, vous allez également voir des pics. Et en sous-dimensionnement, vous aurez la même approche. Vous verrez une consommation qui est à 5 ou 10%. Donc l'idée, c'est effectivement d'adapter le type d'instance par rapport à l'utilisation et par rapport à vos coûts. L'objectif, c'est toujours d'être en équilibre par rapport à vos besoins et par rapport à votre budget. Donc, CloudWatch est vraiment là pour ça. Il va pouvoir vous mettre à disposition les graphiques et les métriques qui vont permettre de prendre la décision, à savoir si l'instance est correctement taillée, si les services sont correctement utilisés. Et vous avez en plus un système d'alerting qui va vous permettre d'être notifié si vous avez atteint des seuils. Donc comme on l'évoquait, si vous êtes en sursizing, si vous mettez une alerte qui dit voilà, si tu dépasses 80%, envoie-moi un message pour me dire que j'ai dépassé les 80% et je vais faire quelque chose pour résoudre le problème ou en tout cas mettre à disposition une solution de contournement pour traiter ce point. Vous avez les alertes, les notifications, vous pouvez déclencher une lambda qui va pouvoir faire une action particulière, redémarrer le service, ou peut-être ce qu'on évoquera un peu après, faire de l'autoscaling, donc augmenter le nombre de serveurs qui sera disponible pour supporter la charge. Il y a un nombre d'actions qui est impressionnant par rapport à ce type de remontée. Donc l'idée, c'est vraiment que CloudWatch collecte les métriques et les données sur l'état de santé de votre système, et qu'ensuite vous puissiez prendre les actions nécessaires pour faire en sorte que ce système fonctionne de manière optimale. Hop. Avec ces jolis petits dessins. Donc ça regroupe effectivement ce que je viens de vous raconter en termes d'analyse d'informations. Donc par exemple la consommation des CPU. Est-ce que la CPU correspond aux 80%, 85, 90 en fonction de votre application? Si c'est le cas, effectivement, de remonter l'information au système d'alerting et de générer un message, une alerte mail ou un autoscaling. Donc l'autoscaling, c'est toujours je dimensionne mon infrastructure en fonction de mes besoins pour m'assurer effectivement que mes utilisateurs sont servis de manière optimale.
Donc vous avez effectivement les deux notions que je viens de vous évoquer. La première qui sont les supports, le support natif, donc ce que vous avez comme métrique par défaut, et ensuite ce que vous pouvez rajouter en complément, adapté du coup à votre application. Donc du coup ce qu'on appelle les custom métriques pour votre application. Donc chaque service est disponible du coup dans la console, et vous avez également la possibilité via les API ou les SDK de le remonter dans d'autres systèmes, parce que vous pouvez utiliser le dashboard de CloudWatch, qui est du coup la console web, pour voir apparaître du coup les graphiques et les éléments qui vous paraissent intéressants, mais vous pouvez également les remonter dans votre système que vous avez en interne pour pouvoir les utiliser et faire les dashboards qui vous conviennent. Les deux sont possibles. L'idée, c'est effectivement, comme le disait Werner, c'est de vous fournir les briques qui vous permettent finalement de fournir le service dont vous avez besoin. Je ne vais pas vous dire quel est le meilleur service possible, je vais juste vous dire, voici les briques qui sont à votre disposition et vous êtes les mieux placés pour savoir ce dont vous avez besoin. Donc, c'est ici l'approche qu'on essaie d'avoir pour du coup vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme. Donc un petit exemple de métrique qu'on peut voir apparaître du coup dans CloudWatch. Donc là, effectivement, on voit un peu comment est construit l'arborescence. Donc on va retrouver du coup les métriques. Donc IBS Metrics, comme ça l'évoque, c'est les métriques du coup sur la partie stockage, métriques des volumes. Les volumes EC2 Metrics qui correspondent du coup aux métriques des instances, S3. SNS pour la partie notification et SQS pour la partie Q. Donc là, effectivement, on voit un petit graphique qui montre du coup sur le choix de l'instance, le CPU associé sur une période moyenne de 5 minutes. Donc ensuite, on a différents paramètres qu'on va pouvoir du coup indiquer pour avoir un peu un historique. Donc l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est effectivement, on a un pic de charge et on essaie de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que c'est lié du coup à une application? Est-ce que c'est lié à un utilisateur? Est-ce que c'est lié du coup à un timeout d'un autre service? Donc ça permet effectivement d'aller très très loin dans le troubleshooting, dans le diagnostic en français, et du coup d'avoir les métriques et les données qui vont permettre du coup d'avancer sur le problème. Alors j'ai un tout petit peu décalé, mais normalement c'est un tout petit peu plus bas. Donc l'autoscaling, qui est familier avec la notion d'autoscaling? Donc à peu près la moitié de la salle. Donc l'autoscaling, c'est la capacité de pouvoir redimensionner automatiquement l'infrastructure. L'idée, c'est qu'on fournit une solution qui permet de définir des règles en fonction des métriques qu'on a pu définir, en fonction du CPU, en fonction de la mémoire, en fonction du réseau, en fonction du nombre de connexions, en fonction de différents paramètres, de dire si un de ces paramètres est dépassé, augmente-moi l'infrastructure. Si un de ces paramètres est dépassé, réduis-moi l'infrastructure. Si un de ces paramètres du coup est standard, d'effectuer une action qui va permettre du coup de suivre et d'optimiser du coup la solution pour répondre à la charge ou à l'absence de charge à ce moment-là. L'idée, c'est effectivement de toujours avoir cet équilibre entre l'infrastructure et le budget associé. Donc ça résume du coup plutôt bien ce que je viens de vous raconter, en rajoutant également le pilier qui est la tolérance de panne. Donc ça également, c'est un point important. Finalement, quand vous augmentez votre infrastructure, effectivement, vous devenez résilient. Donc si vous avez un serveur web et s'il tombe, du coup, vous êtes un peu embêté. Si vous en avez deux et qu'il y en a un qui tombe, finalement, vous avez cette tolérance de panne qui vous permet du coup d'absorber cette charge. Et avec l'autoscaling, vous avez la capacité de dire, si un des serveurs web tombe, instancie-moi du coup un nouveau serveur web qui va du coup pouvoir m'assurer que la charge du coup est gérée, quels que soient les éléments, quels que soient du coup les événements qui peuvent se produire. Donc on va trouver les trois piliers, la tolérance de panne, la haute disponibilité et la gestion des coûts. Donc c'est vraiment les trois points importants dans la partie autoscaling, et c'est un point qui est critique parce que ça permet effectivement à l'application du coup de fonctionner de manière optimale tout en maîtrisant les coûts. Comme on l'évoquait, du coup l'autoscaling fonctionne en fonction de règles, et donc chez AWS, du coup les règles d'autoscaling s'appellent les launch configurations. Donc, ce qu'on appelle une launch configuration, du coup, c'est un ensemble de paramètres qui va permettre de dire je souhaite du coup que lorsque cet événement arrive, j'instancie du coup des nouvelles machines. Et ces machines vont avoir ce type de paramétrage. Donc aussi, on va retrouver les éléments d'information dont a besoin la launch configuration pour pouvoir instancier du coup les nouveaux serveurs. Donc on va retrouver l'AMI-ID qui correspond du coup à l'instance plus le système d'exploitation, l'instance type, du coup le type, est-ce que c'est une petite instance, une grande instance, une moyenne instance, une petite instance. La kpair du coup est
et la clé qui va permettre du coup d'administrer la machine, qui est la clé de sécurité qui permet du coup de se connecter et d'effectuer des actions, qui va permettre du coup de s'authentifier, c'est-à-dire que du coup j'ai les droits d'accès à cette machine. Les security groups, donc dire finalement est-ce que la machine a le droit de communiquer avec tel ou tel serveur en fonction du coup de besoin. Est-ce que je suis une base de données? Est-ce que j'ai le droit d'aller communiquer avec le serveur web? Est-ce que j'ai le droit d'aller communiquer avec le serveur applicatif? Le bloc de device mapping, la partie stockage. Donc, quel est le stockage du coup associé à ces machines? Et les user data. Donc, ce qu'on a vu lors de la première session, c'est que les user data sont le paramétrage qui est défini pour déployer l'application. Donc on avait vu dans l'exemple qui était donné que le user data permettait du coup de déployer d'instancier un serveur web une fois que la machine avait été déployée. Donc tous ces paramètres vont du coup définir ce qu'on appelle la launch configuration, qui va dire qu'effectivement, si le CPU dépasse 80%, instanciez-moi une machine avec tous ces paramétrages-là. Donc un exemple, pour le serveur web, définis-moi effectivement, crée-moi un nouveau serveur web avec du coup un AMI, un serveur web avec du Linux, avec une C4 large, avec une keeper qui correspond du coup à mon compte, avec un accès qui permet du coup de communiquer avec le serveur de base de données et de démarrer automatiquement du coup le serveur web. L'autoscaling group, du coup, c'est un ensemble d'instances qui va du coup regrouper les paramétrages. Donc au niveau de la launch configuration, la configuration de lancement en français, on va définir du coup le paramétrage du groupe associé. Donc on va le appliquer effectivement les éléments qui vont dire quel est finalement le nombre minimum de machines que je veux dans le groupe. Donc, par exemple, sur un serveur web, quel est le nombre de serveurs web que je veux dans un groupe? Est-ce que j'en veux un? Est-ce que j'en veux deux? Est-ce que j'en veux trois? Quel est le nombre maximal de serveurs web pour effectivement ne pas dépasser du coup et ne pas avoir 500 serveurs web qui sont lancés parce que du coup on a eu une attaque ou une surcharge et du coup d'avoir une instance qui soit, un nombre d'instances qui soit assez extraordinaire. C'est finalement définir les limites de l'autoscaling, donc en termes de minimum et en termes de maximum. Oui. Alors ça s'applique que sur la partie EC2. Oui. Pour pour la partie serverless, c'est un autre mode de fonctionnement parce qu'effectivement, la partie serverless est managée d'une manière un peu différente. Effectivement, c'est une très bonne question. Du coup, c'est vraiment sur la partie EC2 pure, la partie instance. Du coup, le minimum, le maximum et la capacité désirée à l'instant T. Donc effectivement, si je dis voilà, le minimum c'est 1, mais que je souhaiterais qu'à l'instant T, le lundi matin, du coup à 8 heures, je souhaite avoir 3 serveurs parce que c'est le moment où les gens se connectent et qu'effectivement il y a une montée en charge. Du coup, l'autoscaling va automatiquement instancier 3 serveurs web. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de définir le cadre. Donc on a défini le paramétrage, on a défini les minimums, le maximum. Et avec tous ces éléments, en fait, on est en capacité d'automatiser la mise à disposition du coup, de nouvelles ressources au sein de l'infrastructure et automatiquement. Donc là, ça résume effectivement les points que je vous évoquais. Effectivement, aussi bien en termes de dimensionnement du coup, à l'échelle, donc en grandissant l'infrastructure, mais également en réduisant l'infrastructure. L'idée, c'est effectivement de ne pas sursizer et de ne pas sous-sizer, c'est d'arriver du coup à retrouver cet équilibre qui va vous permettre du coup de ne pas dépasser la facture, de ne pas dépasser le budget. Également de ne pas du coup vous consommer trop de ressources. Et comme on l'avait vu tout à l'heure, vous avez les métriques qui sont standards, mais vous pouvez également définir vos propres métriques, que ce soit sur votre application. Donc, je ne sais pas si c'est le nombre de clients, le nombre d'utilisateurs, le nombre de messages d'erreurs. Si vous avez trop d'erreurs sur un applicatif, du coup, est-ce que j'augmente pas du coup l'infrastructure pour pouvoir absorber la charge et regarder ça un peu plus tard pour troubleshooter? Au contraire, si j'ai moins d'erreurs, est-ce que je peux pas réduire l'infra parce que ça correspond du coup à une phase un peu moins chargée? Vraiment, l'idée, c'est effectivement de vous donner du coup les briques qui vous permettent du coup d'ajuster votre infrastructure et de la dimensionner en fonction de votre besoin. Donc là, c'est une petite présentation, du coup, une petite animation qui vous montre effectivement, en fonction des métriques qui sont remontées par CloudWatch, en fonction d'un événement, on va pouvoir du coup dimensionner du coup en scale-out, du coup à la hausse, l'architecture, et du coup rajouter une instance supplémentaire du coup dans ce qu'on appelle l'autoscaling group. Donc l'idée, c'est effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, dimensionner les infrastructures en fonction du coup des besoins, en les mesurant, en les analysant avec CloudWatch.
Et pour le scaling, on va retrouver effectivement la même schématique. En fonction d'un événement, du coup, pouvoir redescendre et réduire l'infrastructure. Un petit test. J'espère que je ne vous ai pas encore endormi. Je sens que c'est calme. D'être concentré, c'est bien. C'est bien. Parce que du coup, j'ai des stickers. Pour ceux qui arriveront à répondre aux questions. Et j'ai deux types de stickers. J'ai pris, du coup, je suis allé voir mes collègues d'Alexa. Du coup, j'ai pris des stickers Alexa. Alors, j'en ai pas beaucoup. J'en ai que, je crois, une petite dizaine. Ce sera pour les premiers arrivés. C'est un peu comme le cloud. C'est premier arrivé, premier servi. Donc, la première question. Vrai ou faux, est-ce que l'autoscaling permet de s'assurer que le nombre de machines est correct pour assurer la charge de votre application? Vrai, avec une police un peu bizarre, mais c'est vrai. Quelle feature, quelle fonctionnalité est disponible, quelle fonctionnalité vous pouvez utiliser dans les règles d'autoscaling pour déterminer si votre autoscaling group doit s'augmenter ou réduire? J'ai pas entendu? Ah, je suis pas sûr. J'ai un petit doute. Quelle feature vous permet de déterminer si votre autoscaling doit augmenter ou descendre? Alors, je vais juste partir parce que du coup je me dis mince. Autoscaling group. Et la dernière, vous avez une application composée de services individuels qui n'est un routage particulier en fonction d'un service ou d'un contenu. Quel type de load balancer devez-vous utiliser? Bien. Ah oui, pardon. Oh, oh. Je me retire 2 stickers. Effectivement. CloudWatch et application load balancer. Un petit point sur les formations, parce que du coup on a fait le tour du coup de la partie élasticité et outils de gestion. L'idée c'est effectivement que faire ensuite du coup cette session, que faire ensuite du coup le summit. L'idée c'est effectivement que vous avez le boost training qui est juste sur la gauche. Donc vous allez avoir toute l'équipe training qui va du coup, vous expliquer quelles sont les formations disponibles, ce que vous pouvez faire en fonction de vos besoins, si vous êtes partenaire, si vous êtes client, de pouvoir discuter, échanger avec eux. Vous avez du coup des vidéos en ligne qui sont disponibles du coup sur le site. Vous avez du coup des cours d'une journée, des cours de 3 jours qui sont également disponibles, et les certifications qui sont également effectivement un point important, qui sont également disponibles pour du coup vous certifier sur nos solutions et du coup pour répondre à un ensemble de questions, passer 1 heure ou 3 heures à bûcher pour avoir du coup certification effectivement et valider du coup vos compétences sur les solutions AWS. En termes de cours, donc là vous avez une synthèse du coup de ce qui est disponible actuellement. Donc en termes de formation, donc vous avez la business essentielle, vous avez la technical essentielle, vous avez l'architecting avanced, la DevOps, la developing, le système opération. Tout ça est disponible sur le site. Donc vous allez retrouver effectivement les différents trainings en fonction des différents besoins que vous pouvez avoir, en fonction du coup de votre projet, en fonction des sujets que vous devrez adresser. Et puis ça va être les différentes spécialités. Donc vous avez la spécialité sécurité, big data, deep learning, migration, data warehouse, serverless. Donc vous avez tout un tas de formations disponibles qui sont là pour vous aider à monter en compétences et pour effectivement faire le meilleur usage possible de la plateforme. L'idée, c'est comme Werner le dit et je le redis, c'est de vous fournir vraiment les briques et la formation en font partie pour du coup vous accompagner sur l'utilisation de notre plateforme. Hop. Certification, on en a un peu discuté. Hop, pardon, je vais juste m'attarder un tout petit peu sur celle-ci. Donc vous avez les différents niveaux. Donc le premier niveau, effectivement, ce sont les certifications associates.
Donc c'est le niveau de démarrage qui va permettre du coup d'avoir une première approche et une première vision du coup de la plateforme. Et puis vous avez effectivement, après avoir gagné un peu d'expérience sur la plateforme, en général on dit entre 6 mois et 1 an, vous allez retrouver du coup la certification architecte professionnel et la DevOps ingénieur professionnel, qui sont effectivement des certifications qui sont beaucoup plus avancées, un peu plus difficiles en termes du coup d'examen, parce qu'elles nécessitent effectivement plus d'expérience, plus de matière. Donc c'est une bonne approche. Donc si vous voulez démarrer, c'est le cas, du coup, puisque vous êtes dans la session démarrer, du coup les certifications associates sont vraiment le point de démarrage. Et puis du coup, il y aura une synthèse des différentes certifications en fonction des différents besoins, que vous soyez un développeur, un administrateur système, un ingénieur de production, un consultant. Vous avez du coup les différents niveaux. Et j'ai oublié également, je suis désolé, de vous parler du coup des Cloud Practitioners qui viennent tout juste de sortir, qui permettent effectivement d'avoir un premier niveau de certification, qui sont du coup un tout petit peu avant les associates, qui sont un très bon point de démarrage. Donc c'est encore un tout petit peu avant, le slide juste avant n'est pas forcément à jour. Donc les Cloud Practitioners sont le point de démarrage pour débuter en termes de certification. Puis une petite synthèse de pourquoi vous certifier, valider les compétences, gagner du coup en employabilité, gagner en compétences, vous faire plaisir sur la plateforme, vous amuser, apprendre des choses, parce que c'est aussi l'objet, apprendre plein de choses sur la plateforme, parce qu'il y a tellement de choses à voir et à découvrir. Donc vous certifier également est une bonne approche. Une petite synthèse, mais je vais passer rapidement sur ce point. Vous avez déjà dû voir ce slide qu'a dû vous présenter Guillaume. Du coup, c'est un petit rappel sur les différentes sessions qui sont disponibles. L'idée, c'est qu'en fonction effectivement déjà de vos disponibilités, de savoir effectivement si vous pouvez y participer. Dans l'idéal, les Awesome Day, l'Innovate, les Dev Day, les startups en fonction de vos besoins, en fonction de vos profils. Est-ce que vous êtes développeur? Est-ce que vous êtes une startup? Est-ce que vous êtes plutôt une entreprise traditionnelle? Du coup, participer à ces événements qui sont vraiment là pour vous faire voir du coup, et découvrir du coup, la plateforme, également pour échanger. Ce qu'on évoquait tout à l'heure de la première session, on essaie de vous partager des choses pendant le summit, mais également les choses qui sont importantes, c'est de partager entre vous, du coup, de vos expériences, de vos réussites, de vos échecs, et de voir effectivement comment on peut avancer tous ensemble. Donc ça, c'est un point important. Et pour finir, du coup, la région France, du coup, qui est sortie en décembre dernier, donc un point important. Du coup, vous pouvez héberger maintenant vos données en France. On a des data centers en France. Donc, si vous avez du coup des projets effectivement qui nécessitent en termes de régulation, en termes de sécurité, du coup d'héberger des données en France, maintenant c'est le cas. On attendait ça avec impatience depuis de nombreuses années. Donc, c'est à disposition. Vous pouvez, avec la console, le tester, créer votre compte et créer vos premières instances du coup dans la région France. Et également, nous sommes du coup compliant avec le RGPD, donc, ce qui permet du coup de vous assurer sur vos projets qui nécessitent un niveau de compliance important ces points-là. Donc, oui. Alors, je prendrai cette question un tout petit peu après. Je finis juste, vous passez me voir, vous gagnez deux stickers. Et pour finir, du coup, si vous démarrez sur AWS, vraiment, Getting Started, c'est le point de départ sur effectivement comment démarrer, quelles sont les différentes solutions qu'on peut vous proposer. Vraiment, ils expliquent de façon, on explique de manière très simple et très efficace comment monter en compétence sur la plateforme, comment tester du coup les différents services. N'hésitez vraiment pas du coup à aller sur cette URL, à utiliser du coup un compte gratuit pour tester du coup les différents services et vous faire la main. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment en pratiquant que du coup vous gagnerez en compétences et que vous du coup vous amuserez sur la plateforme et que vous ferez plaisir. Donc n'hésitez pas. Il me reste 10 petites minutes, donc c'est fini. Je vous remercie du coup de votre présence et du coup de votre concentration. Je vois personne qui se soit endormi.